Économie de la construction, élaboration d'un projet de construction, étapes et acteurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un projet de construction? Un projet de construction, c'est une série d'activités qui sont destinées à créer une construction. Cette construction est appelée selon les parties du monde francophone différemment. Ça peut être le BTP pour bâtiments et travaux publics ou BTPH, bâtiments, travaux publics et hydrauliques. Ça peut concerner le bâtiment, la construction qu'on connaît, les espaces qui peuvent être occupés, habités, utilisés. Ça peut concerner la route, les travaux publics. Ça peut concerner le secteur de l'hydraulique, les barrages, les grosses conduites. Ça pourrait concerner éventuellement les travaux liés à l'énergie, les centrales électriques, les centrales à gaz, etc. Ça pourrait concerner le chemin de fer, le rail, le métro, le tramway. Et ça pourrait aussi concerner les ouvrages d'art qui sont aussi liés aux travaux publics. Donc, dans le domaine des projets de construction, on a différents types de construction. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette présentation? C'est le domaine du bâtiment. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser principalement au domaine du bâtiment et le terme construction qui sera utilisé en économie de la construction dans cette présentation et celle qui va suivre sera utilisé comme équivalent de bâtiment. On rencontrera ce mot construction et dans cette présentation et dans celle qui va suivre, il faut toujours se dire que nous n'allons pas parler de toutes les constructions, mais uniquement de la construction qui équivaut à bâtiment, quelle que soit son époque et quelle que soit sa complexité. Ça peut être une vieille construction, donc un style qui date de l'époque du Moyen-Âge ou peut-être même avant. Ça peut être très ancien comme bâtiment. Ça peut être une architecture futuriste, un bloc ou un bâtiment qui soit de construction plus ou moins récente et qui ait des formes très modernes. Ça peut être un méga projet, un projet d'une importance capitale pour un pays, pour une grande ville. Et enfin, ça peut être un bâtiment banal de l'histoire plus ou moins récente, 18e, 19e siècle. Donc nous parlons de construction, on vise le bâtiment. Quand on vise bâtiment, ça veut dire un espace bâti qui peut être utilisé par l'homme, qui peut être habité ou utilisé en tant que bureau ou espace de vie. Quels sont les intervenants dans un projet de construction? Le premier qui vient directement comme acteur principal, c'est le client, appelé aussi maître de l'ouvrage. Le client ou le maître de l'ouvrage, c'est l'élément capital d'un projet de construction parce que le besoin vient finalement de ce client. C'est lui qui a un besoin à faire et c'est lui qui va, grâce à ce qu'il va avoir comme activité, va générer des liaisons entre différents autres acteurs. C'est lui qui est à l'origine du projet de construction. Il peut avoir besoin d'une assistance, donc il peut avoir besoin de quelqu'un qui l'aide dans ses missions de maîtrise d'ouvrage, pas pour réaliser des prestations pour lui. Donc il a peut-être besoin, pour l'aider à définir un certain nombre de choses, à une assistance en maîtrise d'ouvrage. Le client a besoin d'avoir, pour parler aux autres acteurs de la construction, a besoin d'un certain niveau d'expertise, et il ne l'a pas toujours. Donc il fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'assister, pour discuter de manière technique ou de manière pointue avec d'autres acteurs qui ont ce niveau de complexité technique. Et là, on a besoin parfois de quelqu'un qui nous assiste, par exemple pour rédiger un cahier de charge. On a besoin de l'architecte, du maître de l'œuvre, pour concevoir la solution et pour faire le suivi de la réalisation. On a besoin d'un contrôleur technique qui va venir contrôler est-ce que le travail de l'architecte, du maître de l'œuvre est fait correctement au niveau de la conception et est-ce que le travail de réalisation qui est réalisé sur site a été fait aussi correctement. On a besoin d'un bureau d'études de sol qui va faire les études géotechniques et qui va nous donner des indicateurs ou des indices sur le type de fondation à mettre en place et le type de structure qui va suivre. On a l'entreprise de construction qui est l'acteur qui va construire le bâtiment.
Entreprise, ça peut être compris comme plusieurs entreprises. On a besoin de quelqu'un qui gère l'aspect financier. Ça peut être quelqu'un qui a un apport en argent, ça peut être le système bancaire, comme ça peut être une assurance qui nous garantit contre les risques qui peuvent avoir un impact financier. On a un coordinateur au PC. Lorsqu'on a plusieurs intervenants sur un chantier, on a besoin de quelqu'un qui fait la coordination. Et enfin, on peut avoir besoin d'un expert qui intervient sur des thèmes très pointus tels que la sécurité, l'hygiène, l'environnement. On va essayer maintenant de voir ces intervenants un à un pour comprendre un peu leur rôle ou leur principale mission. Tout d'abord, le maître d'ouvrage, appelé aussi MOA, ou son assistant à maîtrise d'ouvrage, donc AMO. Donc on a le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage peut parfois se faire déléguer par un maître de l'ouvrage délégué. Et enfin, il peut se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Que font chacun de ces acteurs? Il faut savoir que l'acteur clé, c'est le maître de l'ouvrage. S'il se fait déléguer, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. S'il se fait assister, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Mais on est obligé dans une construction d'avoir un maître de l'ouvrage, d'avoir un client, d'avoir un vis-à-vis. Que fait ce maître de l'ouvrage? Premièrement, il définit le besoin initial. Rien ne se fait dans le domaine de la construction si nous n'avons pas quelqu'un, un client qui vient avec un besoin. J'ai besoin de faire construire un immeuble de bureau. Donc cette idée initiale vient du maître de l'ouvrage. Elle ne peut venir ni du maître de l'ouvrage délégué, ni de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. La définition du besoin initial est une particularité de la maîtrise d'ouvrage pure. Il identifie le programme. Il doit savoir ce qu'il veut en termes de programme. J'ai besoin d'un hôtel de 50 chambres. J'ai besoin de faire construire une maison de 50 pièces. J'ai besoin de construire un immeuble de bureau qui contient 20 étages. C'est lui qui identifie le programme et c'est lui qui identifie son besoin traduit sous forme de programme. C'est lui qui choisit le site. Il va nous dire sur ce site-là, je veux tel type de bâtiment. C'est lui qui choisit les autres acteurs, le bureau d'études, l'architecte, l'entreprise et les autres intervenants. C'est lui qui contractualise avec les autres intervenants et c'est le décideur principal dans le cycle de la construction. C'est l'acteur le plus permanent. Il démarre du besoin jusqu'à la fin du projet. Le maître d'ouvrage délégué a reçu un mandat de la maîtrise d'ouvrage ou du maître de l'ouvrage. Ça veut dire qu'il ne définit pas le besoin initial. On imagine un maître d'ouvrage délégué. Si vous déléguez la maîtrise d'ouvrage, c'est que vous déléguez une idée. Je vais réaliser un projet d'un hôtel de 50 chambres. Le maître d'ouvrage délégué va m'assister, va être mandaté par mes soins pour devenir maître d'ouvrage à ma place, mais il ne peut pas donner une idée. C'est à moi de lui. Si je délègue la maîtrise d'ouvrage, c'est que j'ai délégué en même temps l'idée. Je ne peux pas ramener un maître d'ouvrage délégué et lui dire on va faire un projet, lequel je ne sais pas. On peut lui demander de faire le programme. L'idée revient au maître de l'ouvrage. S'il y a un maître d'ouvrage délégué, on peut lui déléguer le programme. On peut lui déléguer le choix des autres acteurs. Moi, je suis une boîte d'assurance. Je n'ai pas l'habitude de construire. Je dois réaliser mon siège social. Et je ramène un maître d'ouvrage délégué qui va me représenter auprès des autres acteurs. C'est ça l'idée derrière la délégation de maîtrise d'ouvrage. Et enfin, il peut réceptionner les ouvrages. Que fait l'assistant à maîtrise d'ouvrage? L'assistant est une sorte d'expert d'appui. Il assiste et conseille le maître d'ouvrage. C'est comme si c'est mon expert, mon consultant, qui vient me donner des orientations. Il ne peut pas remplacer le maître d'œuvre. Ça veut dire qu'il ne va pas faire les études d'architecture, il ne va pas faire le suivi de chantier. Il peut m'aider à rédiger notamment le cahier de charge et les différents contrats. Donc moi, je ne vais pas déléguer la maîtrise d'ouvrage, je vais me faire juste assister sur certains points, notamment la rédaction du cahier de charge qui est complexe parfois pour des acteurs qui ne s'y connaissent pas dans le domaine de la construction. Il va m'aider à rédiger les contrats et les clauses contractuelles. Il va m'orienter sur l'exécution, m'orienter sur la manière de faire et enfin, il peut m'assister sur les litiges et les réceptions. Donc il ne fait pas, le maître d'ouvrage délégué fait mon rôle, je lui délègue mes missions. L'assistant à maître d'ouvrage va m'aider et m'assister dans mes
mission. C'est-à-dire que chacun pourrait appuyer le maître de l'ouvrage. En second lieu, on a l'architecte ou le maître de l'œuvre. L'architecte est en charge de la conception des ouvrages, avec l'assistance bien sûr d'autres intervenants. Il y a souvent différents ingénieurs qui interviennent et qui travaillent de concert avec l'architecte, et pourrait avoir soit la conception, soit la totalité de la maîtrise d'œuvre qui va de la conception des plans, de la conception de l'ouvrage, des dossiers d'exécution, et puis du suivi des réalisations sur le chantier. On a aussi un acteur important qui est le contrôleur technique avec le bureau d'études de sol ou le laboratoire d'études de sol. Le bureau laboratoire d'études de sol ou laboratoire géotechnique ou bureau géotechnique est spécialisé dans l'analyse de la nature et de la résistance des sols. Que fait-il? Il m'établit un rapport qui me renseigne sur la nature du sol et oriente le travail de maîtrise d'œuvre et de contrôle. Il nous donne des informations sur la portance du sol, sa nature, sa composition. Et vous imaginez que c'est très important lorsqu'on va toucher aux fondations. Donc son rôle est très important par rapport à la conception notamment de la partie infrastructure qui est enfouie. Nous avons ensuite le contrôleur technique. Le contrôleur technique de la construction est en charge de vérifier le respect des normes, à quel niveau, au niveau de la conception, ainsi que dans la réalisation des travaux. Que contrôle le contrôleur technique? Il contrôle la solidité des ouvrages. Donc il va vérifier que dans la conception, les calculs ont été faits correctement. Il va contrôler la réalisation, que l'entreprise qui va réalise correctement les différents ouvrages liés à la stabilité ou à la solidité, donc tout ce qui est structure principalement. Il va intervenir sur la sécurité des personnes. Donc lorsqu'on a des équipements qui reçoivent du public, il va vérifier l'ensemble des éléments techniques qui permettent de s'assurer que les personnes qui vont rentrer et utiliser ces bâtiments sont en sécurité. Il va vérifier la partie isolation sonore, thermique et l'étanchéité. Il va vérifier le respect des normes sismiques. Si nous sommes dans une zone sismique, il va intervenir pour dire oui, ces normes-là sont respectées, ou il faut modifier la conception, ou il faut modifier la manière de réaliser l'ouvrage. Et enfin, il pourrait intervenir pour les performances. On peut lui demander, par exemple, d'évaluer la performance de telle ou telle solution technique qui est liée à la stabilité de l'ouvrage. Le contrôleur technique et l'étude de sol interviennent principalement pour tout ce qui est solidité, stabilité et performance du bâtiment. On a bien évidemment l'entreprise de construction qui va réaliser l'ouvrage. L'entreprise de construction est en charge de réaliser les fameux travaux de construction, donc l'ouvrage lui-même. Elle peut être en charge de tous les travaux, ce qu'on appelle l'entreprise générale de bâtiment, ou sous-traiter certains travaux. C'est très commun dans le domaine du bâtiment de sous-traiter certains travaux à d'autres intervenants spécialisés, une entreprise en plomberie, une entreprise en électricité, etc. Ou, donc soit on sous-traite, soit on donne des parties de l'ouvrage. Nous, on s'occupe de la structure, on s'occupe de l'étanchéité, on s'occupe de l'isolation, et tout le reste, tous les autres corps d'État, on va les sous-traiter. Ou sinon, on pourrait se regrouper de manière momentanée avec d'autres entreprises, ce qu'on appelle le groupement momentané d'entreprises. Ça peut être le cas dans les très très grands chantiers. Lorsqu'on a un grand complexe à construire, on pourrait avoir besoin de se regrouper avec d'autres entreprises. On pourrait faire de petits projets dans lesquels certaines entreprises de construction pourraient les faire seules. Et enfin, dans des ouvrages beaucoup plus moyens, on pourrait faire appel à des sous-traitants. Donc on a différents cas de figure. Si on a des sous-traitants, la différence entre la sous-traitance dans laquelle on fait appel à d'autres personnes pour intervenir et au groupement, c'est qu'avec les sous-traitants, c'est l'entreprise principale, l'entreprise qui a sous-traité, qui assume la responsabilité à la place des sous-traitants. Si on se regroupe avec d'autres, on assume solidairement ou conjointement la responsabilité de la construction. Les autres acteurs. On a les acteurs liés aux finances, donc banque et assurance, les acteurs liés à la coordination, ordonnancement, pilotage et coordination, et enfin on a les experts sécurité et protection de la santé, QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, ou parfois juste environnement. Alors qui sont ces autres acteurs? Premièrement, banque et assurance.
Ils peuvent participer au financement du projet, être des bailleurs de fonds. Travailler dans la gestion des risques, principalement dans le domaine de l'assurance. Une assurance est une boîte qui se charge de la mutualisation des risques. Nous sommes plusieurs acteurs, nous avons besoin d'aller vers une assurance, payer une police d'assurance pour que s'il y a un risque, s'il y a survenance d'un risque, eh ben, elle va nous aider à prendre en charge la réparation des dommages. Dans le domaine du bâtiment, il y a certaines assurances qui sont obligatoires pour les intervenants dans le domaine du bâtiment. Et enfin, une banque où les acteurs financiers peuvent être des partenaires du projet. La coordination. Donc l'ordonnancement, le pilotage et la coordination. Il est important pour les projets à lotier lorsqu'on a plusieurs acteurs. Si on a plusieurs intervenants, plusieurs entreprises, une entreprise de plomberie, une entreprise d'électricité, une entreprise qui se charge de la structure ou qui fait du béton, peuvent avoir du mal à coordonner leurs interventions. Et là, en général, selon les pays, on charge soit l'entreprise gros œuvre ou l'architecte de faire cette coordination. La principale mission, c'est d'organiser la coordination. Ce coordinateur fait l'ordonnancement des travaux. Donc il va dire telle entreprise intervient d'abord, puis telle entreprise intervient, donc il va coordonner et dire l'ordre d'organisation du travail entre les différents intervenants. Et enfin, il permet d'avoir le respect des délais et du budget. Si nous avons plusieurs intervenants sur un même bâtiment, il n'est pas possible de respecter les délais si on n'a pas une coordination. Les différents experts font la coordination de la sécurité sur chantier. Donc, si nous avons plusieurs intervenants là aussi, on a besoin que les 3 ou 4 entreprises ou 20 entreprises qui interviennent sur chantier coordonnent et utilisent les mêmes règles et procédures de sécurité. Le respect des standards de qualité, qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ça. Un certain nombre de mesures de prévention. Et enfin, un élément qui est devenu capital ces dernières années, c'est le respect des normes environnementales. Comment se passe un projet de construction ? Quelles sont les différentes étapes pour avoir une petite idée sur le déroulement ? Tout d'abord, on commence par l'acquisition du terrain. Il faut l'obtenir, soit l'acquisition se fait par un achat, soit par une location, soit il y a différentes manières d'acquérir le terrain. Puis après, on fait l'étude de sol pour connaître la portance et la nature du sol. On fait juste après la conception, donc le travail de l'architecte, du bureau d'études ou du maître de l'œuvre. On passe par le contrôle de la conception par le contrôleur technique. On va vers la réalisation avec l'entreprise de travaux et ses différents partenaires. On fait le suivi. Le maître d'œuvre, l'architecte, le contrôleur technique font le suivi et le contrôle. On passe à la réception des ouvrages et si on réceptionne un ouvrage, on va l'occuper. Juste après, on a le déroulement d'un certain nombre de garanties. On a la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale. On a un certain nombre de garanties qui vont avec le bâtiment. Une fois que la période de garantie, en général, c'est une période de garantie d'1 année, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, moi qui est le client, le maître de l'ouvrage, je reste en train d'entretenir mon ouvrage. Voilà, nous avons un peu récapitulé les acteurs et les étapes de construction. Et merci pour votre attention.